L'animal ne se tenait pas à plus de 50 pas de lui, et instantanément, dans la tête de l'homme, surgit la vision d'un steak de caribou en train de cuire en grésillant sur un bon feu. Machinalement, il saisit le fusil vide, visa et appuya sur la détente. La bête renifla et s'en alla en bondissant. Ses sabots claquèrent et résonnèrent sur les rochers, tandis qu'il fuyait. L'homme jura et rejeta l'arme vide loin de lui. À mesure que la journée s'écoula, il traversait des vallées où le gibier était plus abondant. Un troupeau de caribous passa à côté à portée de fusil. Il éprouva une envie violente de les poursuivre, la certitude qu'il pourrait les rattraper à la course. Tard dans l'après-midi, il suivait un ruisseau dont l'eau était laiteuse à cause du limon qu'elle charriait. Il fouilla des petites mares en quête de grenouilles et creusa la terre avec ses ongles pour trouver des vers. Pourtant, il savait qu'il n'y avait ni vers ni grenouilles aussi loin au nord. Il regarda vainement dans chaque mare jusqu'à que, alors que commençait le long crépuscule, il découvrit dans une d'elles un poisson solitaire de la taille d'un verron. Il plongea le bras dans l'eau jusqu'à l'épaule, mais le manqua. Il tenta de le saisir à deux mains en agitant le fond blanchâtre de la mare. Dans son excitation, il tomba dedans, en se mouillant jusqu'à la taille. À ce moment-là, l'eau était trop boueuse pour qu'on puisse voir le poisson. Il fut contraint d'attendre que les sédiments se déposent. La poursuite recommença jusqu'à ce que l'eau soit trouble de nouveau. Mais il ne put pas attendre. Il déballa le seau en fer et commença à vider la mare. Il écopa sauvagement d'abord en s'éclaboussant et en jetant l'eau si peu loin qu'elle revenait dans la mare. Il s'activa alors plus soigneusement, s'efforçant de rester calme, alors que le cœur lui battait contre la poitrine et que ses mains tremblaient. Au bout d'une demi-heure, la mare était presque à sec. Il ne restait même pas une tasse d'eau et il n'y avait pas de poisson. Il découvrit une crevasse dans les pierres par laquelle il s'était enfui dans une mare plus grande. Une mare qu'il n'aurait pas vidée en un jour et une nuit. S'il avait vu la crevasse avant, il aurait pu la boucher avec des pierres et le poisson serait sien. Il pleura d'abord en silence, puis tout fort, face à la désolation impitoyable qui l'enserrait de tous les côtés. Un long moment plus tard, il fit du feu et se réchauffa en buvant de grands quarts d'eau chaude. Puis, il établit le camp de la même façon que la veille, sur un affleurement rocheux. Les dernières choses qu'il fit furent de vérifier que ses allumettes étaient sèches et de remonter sa montre. Les couvertures étaient mouillées et collantes. La douleur de sa cheville était lancinante. Mais il savait seulement qu'il avait faim. Et tout le temps qu'il dormit, sans se reposer, il rêva de festins, de banquets et de nourriture servie, et présentée de toutes les façons imaginables. Il s'éveilla gelé et malade. Il n'y avait pas de soleil. Le gris de la terre et du ciel était devenu sombre, plus profond. Un vent âpre soufflait et les premiers flocons de neige blanchissaient le sommet des collines. L'air autour de lui s'épaissit et devint plus blanc, tandis qu'il faisait du feu et chauffait de l'eau. C'était de la neige fondue désormais, mêlée de pluie, et les flocons étaient gros et mous. Au début, ils fondirent aussitôt qu'ils touchèrent la terre, mais il en tomba encore. Ils recouvrirent le sol, éteignirent le feu, guettèrent sa réserve de mousse à brûler. Ce fut le signal pour lui de refaire son sac et de repartir en titubant. Il ne savait pas où. Il se sentait très faible et, par moments, les vertiges le rendaient aveugle. Par moments, son esprit vagabondait au loin et il continuait d'avancer comme un automate, tandis que des idées bizarres et fantasques lui grignotaient le cerveau comme des vers. Mais ces excursions hors du réel étaient brèves car toujours les tiraillements de la faim le ramenaient à lui. Il fut ainsi brutalement tiré d'une de ces excursions par une vision qui manqua de le faire s'évanouir. Devant lui se tenait un cheval. Un cheval, il ne put pas en croire ses yeux.
Une épaisse brume les emplissait, mêlée de points brillants de lumière. Il les frotta sauvagement pour dissiper la vision et reconnut, non pas un cheval, mais un grand ours brun. L'homme était en train d'épauler son fusil quand il se ravisa. Devant lui, il y avait de la vie et de la viande. Il passa le pouce sur le fil de la lame. Son courage désespéré laissa place à une grande bouffée de peur. Dans sa faiblesse, que se passerait-il si l'animal attaquait ? Il prit la posture la plus imposante possible, serrant son couteau et fixant l'ours durement. L'animal fit 2 pas maladroits en avant, recula et émit un grognement pour le tester. Si l'homme fuyait, il courait après lui. Mais l'homme ne courut pas. Il était habité, à présent, par le courage que lui donne la peur. Lui aussi grogna sauvagement, terriblement, exprimant la peur, qui est cousine de la vie et qui demeure lovée dans les racines les plus profondes de la vie. L'ours s'éloigna. Vinrent des jours terribles, avec à nouveau la neige et la pluie. Il ne sut plus quand il campait, quand il levait le camp. Il se déplaçait de nuit aussi bien que de jour. Il se reposait chaque fois qu'il tombait, avançait chaque fois que la vie qui mourait en lui se ranimait et brûlait moins faiblement. Lui, en tant qu'homme, ne luttait plus. C'était la vie, refusant de mourir, qui le menait de l'avant. Il ne souffrait pas. Ses nerfs émoussés étaient devenus insensibles, tandis que son esprit était plein de folles visions et de rêves délicieux. Il entendit un reniflement derrière lui, un halètement à demi étouffé ou une toux. Très lentement, à cause de sa raideur et de sa fatigue excessive, il se tourna sur l'autre côté. Ne pouvant rien voir à proximité, il attendit patiemment. À nouveau se firent entendre le reniflement et la toux. Il distingua la tête grise d'un loup. Les oreilles pointues n'étaient pas aussi droites que celles qu'il avait vues sur d'autres loups. Les yeux étaient bouffis et injectés de sang. La tête semblait triste et tombait mollement. L'animal clignait des yeux sans arrêt à cause du soleil. Il semblait malade. Il renifla et toussa de nouveau, tout en regardant. Ceci, au moins, était vrai, pensa-t-il. Il se tourna de l'autre côté pour voir en vrai le monde qui lui avait été dissimulé auparavant par sa vision. Mais la mer brillait toujours dans le lointain et le bateau était toujours visible. Était-ce la réalité après tout ? Il déchira les jambes de son pantalon aux genoux et les enroula autour de ses pieds. Sans qu'il sût comment, il y avait conservé le seau en fer blanc. Il boirait de l'eau chaude avant d'entreprendre ce qu'il pressentait comme un terrible trajet jusqu'au bateau. Ses mouvements étaient lents, ses pas étaient faibles et indécis, comme l'étaient aussi ceux du loup qui était sur sa trace. À la nuit, quand la mer brillante fut absorbée par l'obscurité, il sut qu'il s'en était approché de 6 kilomètres seulement, tout au plus. Toute la nuit, il entendit la toux du loup et, de temps en temps, le meuglement des petits caribous. Il y avait de la vie tout autour de lui, mais c'était de la vie forte, très vivante et en bonne santé. Il savait que le loup malade s'attache à la trace de l'homme malade dans l'espoir que l'homme mourra le premier. Le loup aurait été en bonne santé, cela n'aurait pas importé autant à l'homme. Mais l'idée d'aller remplir la panse de cette chose dégoûtante et à demi morte lui répugnait. Il était plus difficile que ça. Son esprit avait recommencé à battre, la campagne à être l'objet d'hallucinations en même temps que ces moments de lucidité devenaient plus rares et plus courts. Le bateau était à plus de 6 kilomètres, seulement il ne pourrait pas ramper pendant 6 kilomètres. Il savait qu'il ne pouvait pas parcourir un demi-kilomètre. Cependant, il voulait vivre. Il était déraisonnable qu'il meure après tout ce qu'il avait enduré. Le sort lui en demandait trop. Mourant, il n'acceptait pas de mourir. C'était peut-être pure folie, mais dans les griffes même de la mort, il défiait la mort, refusait de mourir. Il n'entendit pas la respiration et glissa doucement d'un rêve à la sensation de la langue le long de sa main. Il attendit. Les dents pressèrent doucement. La pression augmenta.
Le loup utilisait ses dernières forces pour mordre de la nourriture qu'il avait attendue si longtemps. Même l'homme avait attendu longtemps aussi. Et la main lacérée se referma sur la mâchoire. Lentement, alors que le loup se débattait faiblement et que la main serrait faiblement, l'autre main se faufila et s'accrocha. 5 minutes plus tard, tout le poids du corps de l'homme était sur le loup. Les mains n'avaient pas assez de force pour étouffer l'animal. Mais le visage de l'homme était appuyé contre la gorge du loup. Et sa bouche était remplie de poils. Au bout d'une demi-heure, l'homme prit conscience d'un filet tiède qui coulait dans sa gorge. Ce n'était pas plaisant, c'était comme du plomb fondu qu'on lui versait dans l'estomac. Et ce qu'il le versait, c'était sa seule volonté. Plus tard, l'homme roula sur le dos et dormit. Trois semaines plus tard, l'homme était allongé sur une couchette du Bedford et, avec des larmes qui coulaient sur ses joues décharnées, racontant qui il était et ce qu'il avait enduré. Il parla aussi de façon incohérente. De sa mère, de la Californie du Sud ensoleillée. Et d'une maison au milieu des orangeraies et des fleurs.